Alors donc je m'appelle Philippe Marre, je suis un chirurgien viscéral à la retraite qui a exercé pour l'essentiel en libéral. L'intérêt de cette visite, c'est de concrétiser la naissance et l'évolution de la chirurgie depuis les origines. On peut retrouver tous les éléments de l'apparition et du développement de la chirurgie en Europe et en France depuis les origines. En effet, la chirurgie est née au XIIIe siècle avec la compagnie des chirurgiens de Saint-Côme créée par Pitard, le chirurgien de Saint-Louis, le roi Louis IX. Avant, la chirurgie existait de façon complètement empirique et était faite par, d'une part, les barbiers qui avaient des rasoirs et qui pouvaient donc inciser des petits bobos, et d'autre part par des chirurgiens qui n'avaient guère d'expérience et qui se dissociaient progressivement des barbiers. Tout cela remontait, comme vous a dit notre président Olivier Jardet, à l'époque de Hippocrate, et tout cela avait été bien mis au propre en latin par Galien au IIe siècle après Jésus-Christ. Il ne s'est rien passé, il n'y a eu aucune modification importante jusqu'au XIIe siècle. C'est pour ça qu'au XIIIe siècle, on peut marquer le début réel de la chirurgie avec cette compagnie qui va se développer et construire ce théâtre d'anatomie que nous allons voir tout à l'heure à la fin du XVIIe siècle. Donc vous voyez, la filiation est complète. Le chirurgien français qui a le premier écrit date du XIVe siècle. Il a écrit, là, c'est Guy de Chauliac, qui était un chirurgien du sud de la France, comme son nom l'évoque, de Montpellier. Il a fait le premier livre en latin sur la chirurgie qu'il a appelé la chirurgia magna, c'est-à-dire la grande chirurgie. Petite parenthèse, chirurgie est un mot grec qui veut dire care, main, ergon, activité, traiter, soigner, accompagner avec ses mains. Ce qui différencie tout de suite le chirurgien de tous les médecins qui, eux, sont des intellectuels, enfin se vivaient comme des intellectuels, qui avaient un savoir, mais ce savoir était pas très réservé et était, comment dirais-je, écrit en latin et enseigné en latin. Ce qui fait que ça excluait la plupart des barbiers et des chirurgiens qui ne parlaient que les langues locales, et notamment le français, nous allons le revoir. Le mot académie est un mot qui n'a pas de définition précise en français dans les dictionnaires. Vous pouvez regarder tous les dictionnaires. C'est un mot historique qui est né en Italie du Nord au XVIe siècle et qui reprend un terme qui date de la Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait à Athènes un monsieur Académos, qui était un ami de Platon et qui avait offert son jardin à Platon pour réunir ses élèves et parler. Et donc, ce terme d'académie est revenu dans le souvenir de la Grèce antique en Italie du Nord au XVIe siècle pour désigner les groupes qui réfléchissent, qui se réunissent sur un sujet donné, qui travaillent ensemble sur ce sujet, qui le diffusent. Mais ça peut intéresser toutes les activités humaines, puisque nous avons à Paris une très belle académie de billard. Bon, ça n'a rien à voir avec la chirurgie, ni avec la médecine, ni avec... etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comment dirais-je, les chirurgiens ont peu à peu commencé à disséquer les cadavres, à apprendre l'anatomie et à apprendre à faire des gestes opératoires de plus en plus précis, de plus en plus sophistiqués sur les cadavres comme modèle pour travailler sur les personnes malades ou les personnes accidentées. Et donc l'anatomie, l'étude de l'anatomie est devenue un moyen
de confronter son savoir-faire, son savoir à la réalité. C'est la démarche scientifique par excellence. Autant les médecins avaient un grand savoir qui n'était fondé sur aucune confrontation à la réalité, et donc ça ne progressait pas, autant les chirurgiens, à partir du moment où ils ont choisi de faire, ils ont pu faire des dissections dans des structures, des théâtres d'anatomie très concrètes, à ce moment-là, la réflexion a avancé, elle s'est confrontée à la réalité, et ils ont beaucoup progressé. Alors ça a commencé avec des théâtres en bois, itinérants, en Italie du Nord, puis dans le reste de l'Europe occidentale. Et ensuite, il y a eu des structures très solides, pérennes, d'abord à Padoue, ensuite à Bologne, et puis dans toute en Espagne du Nord, dans les pays hollandais, en France, en Angleterre, etc. Et donc en Allemagne. Et tous ces théâtres ont été les moyens de progresser dans tous ces pays dans le domaine chirurgical. La compagnie de Saint-Côme, donc, qui s'était installée à Paris, pour l'essentiel, qui avait été créée donc, au XIIIe siècle, au XVIe siècle, puis surtout au XVIIe siècle, envisage de se construire un théâtre. Alors le premier a été fait en bois dans la rue de l'école de médecine, qui s'appelait à l'époque la rue des Cordeliers. Et très vite, il est apparu insuffisant. Et ils ont, de leurs deniers, construit, comme va vous l'expliquer tout à l'heure notre secrétaire, ils l'ont construit juste à côté. À côté de ce couvent des Cordeliers, qui avait d'une part un cimetière et d'autre part un terrain. Le cimetière est très important pour avoir des cadavres et le terrain pour pouvoir construire. Et donc, ils se sont installés là. Et les travaux ont duré à peu près 4 ans et le théâtre a été inauguré en 1685. Louis XIV avait déjà marqué son intérêt pour cette façon de faire avec la création au Jardin du Roi, l'actuel Jardin des Plantes, d'un théâtre d'anatomie qu'il avait confié à une équipe chirurgicale menée par Pierre Dionys. Et Louis XIV était très attentif à l'innovation, au rayonnement et au prestige de la France, de son royaume et de lui-même. Et donc, il veillait beaucoup au développement de l'anatomie et de la chirurgie. 2 événements très importants sont venus renforcer le soutien de la faveur royale auprès des chirurgiens. C'est en 1686 l'opération de la fistule et en 1696 l'opération de l'anthrax. L'opération de la fistule, elle est célèbre, tout le monde en a entendu parler, je pense. Il s'agit d'une fistule de l'anus qui est consécutive à la survenue d'un abcès de l'anus qui non s'écoule par l'anus, mais également à l'intérieur du périnée et par un petit trajet fistuleux au niveau de la peau à côté de l'anus. C'est ce qu'on appelle la fistule. Donc il fallait faire un geste qui mettait à plat proprement le trajet fistuleux. Et le chirurgien du roi, Félix, lui a proposé une opération que le roi a beaucoup hésité à faire et qu'il a finalement accepté à cause des ennuis qu'il avait. Félix s'est entraîné auprès de condamnés en sursis et est parvenu à mettre au point le traitement. L'intervention a eu lieu dans d'excellentes conditions, mais vous imaginez, n'a pas été très facile à supporter par le roi qui a été très stoïque et il a été guéri. Alors la deuxième opération, c'est 10 ans plus tard, il a un gros anthrax de l'anus. Les anthrax, comme vous le savez, sont la réunion de petits abcès qui forment un placard très important qui est très difficile à évacuer en totalité. Félix y reprit à 2 fois sans succès. Il y avait toujours un abcès. Donc il a suggéré au roi de convoquer le fameux Georges Maréchal, dont celui qui est derrière moi.
dont le buste est au-dessus de notre président, comme le Saint-Esprit. Le maréchal vient donc à Versailles, entre dans la chambre du roi, où, comme il est habituel pour tous les événements importants de la vie privée du roi, il y a un monde fou, dont Félix. Alors il est très impressionné, ce maréchal, c'est le chirurgien de l'hôpital de la Charité. L'hôpital de la Charité existait à l'époque à l'emplacement actuel de la nouvelle faculté de médecine, rue des Saints-Pères. Il est comment dirais-je, très impressionné, il n'arrive pas à parler. Donc Félix lui dit alors, Maréchal fait un signe de croix, non pas pour avoir la faveur divine, mais parce qu'il faut largement ouvrir. La seule façon de guérir cet anthrax, c'est de bien le vider. C'est ce que fait Félix, il guérit. Et le roi guérit. À nouveau, il a une très grande estime pour l'agent chirurgical. Félix meurt en 1702 et Maréchal devient chirurgien du roi à sa succession. Cette faveur royale, cette attention pour la compagnie de Saint-Côme, pour la jante chirurgicale en France, fait que il est créé une société royale de chirurgie en 1731 par Georges Maréchal, avec l'appui du successeur de Louis XIV, qui est Louis XV, qui était alors encore très jeune. Et cette société royale de chirurgie est fondée avec beaucoup de sérieux. Le ministre du roi indique que la qualité du travail effectué permettra, si elle est bonne, de transformer cette société en académie royale de chirurgie, qui n'existe pas encore, qui n'existe nulle part. Il existe à cette époque-là, comme académie en France, l'Académie française, qui a été créée par Richelieu pour valoriser la langue française comme langue officielle et royale, et l'Académie des sciences et l'Académie des inscriptions et belles-lettres. La quatrième sera l'Académie royale de chirurgie, non pas en 1631, mais en 1648, quand elle aura fait la preuve de son action. Dès lors, et je rejoins ce que je disais au tout début, l'influence et le rayonnement de la chirurgie française, et de la chirurgie tout court d'ailleurs en Europe occidentale, vont être croissants, s'appuyant toujours sur cette notion de confrontation à la réalité, et non pas de, comment dirais-je, application de traditions non démontrées et remontant à l'Antiquité. L'Académie, alors les facultés de médecine, il y en a 3 en France, elles ont été créées au XIVe siècle, au XIIIe siècle, pardon, d'abord Montpellier, puis Paris, et ensuite Strasbourg, mais Strasbourg ne sera rattaché à la France que par Louis XIV. Dans ces 3 facultés de médecine, les médecins sont très hostiles aux chirurgiens, qu'ils considèrent comme un peu des abrutis, qui ne savent pas le latin, qui ne savent pas écrire les travaux qu'ils réalisent, qui se contentent de faire des petits gestes avec leurs mains. Et donc, il n'y a, pendant tout le XVIIe siècle, guère de progrès médicaux. Mais ils se rendent compte que la confrontation à la réalité apportée par l'étude de l'anatomie, dans les théâtres d'anatomie, modifie complètement le comportement et l'aura des chirurgiens. Et donc, ils décident, premièrement, d'utiliser le français pour enseigner à la faculté de médecine et abandonner le latin progressivement. Et deuxièmement, de construire un autre théâtre d'anatomie. Donc, ça fait le 3e. Il y a le théâtre du Jardin du Roi. Il y a le théâtre juste à côté où nous allons aller, le théâtre Saint-Côme, de la confrérie de Saint-Côme. Et puis maintenant, le théâtre dit de Winslow. Winslow est un anatomiste danois qui a été recruté par l'Académie de médecine de Paris. Et ce théâtre Winslow existe toujours, a été remarquablement rénové. Si vous allez, après Saint-Séverin,
rue de la Bûcherie, tout près de Notre-Dame. Vous ne pourrez pas le manquer, c'est un théâtre magnifique. Et donc, la chirurgie se développe et la médecine commence à suivre le même, comment dirais-je, le même chemin en créant en 1778 la première Société royale de médecine. Il était prévu 20 ans plus tard de la transformer en Académie royale de médecine, mais la Révolution est arrivée et sous la Terreur, en 1793, toutes les organisations royales ont été supprimées. Pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, la chirurgie a fait beaucoup de progrès, notamment dans le traitement des traumatismes, naturellement. Bonaparte n'a jamais accepté de recréer l'Académie royale de chirurgie. Par contre, il a créé 3 écoles de chirurgie, de chirurgie militaire à Montpellier, à Paris et à Strasbourg en 1803, qu'il a transformé en 1808 en faculté. Mais il n'y a pas de recréation d'académie. Et c'est Louis XVIII, avec son médecin, le baron Portal, qui crée l'Académie royale de médecine, dans laquelle les chirurgiens sont introduits dans ce qu'on appelle la 2e division. Il y a 3 divisions à l'Académie de médecine en 1820, les médecins, les chirurgiens, les vétérinaires et les pharmaciens. Les chirurgiens ne s'entendent pas très bien avec les médecins et en 1843, une partie d'entre eux quittent l'Académie royale de médecine pour créer la Société des chirurgiens de Paris, puis la Société des chirurgiens français, et ne redeviendra académique en 1935, après avoir montré l'important développement qu'elle a connu au XIXe siècle et au milieu du XXe siècle. En 1935, l'Académie de chirurgie est recréée comme association loi 1901 d'intérêt public à but non lucratif. C'est ce qu'elle est toujours pour le moment. Pendant tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, la chirurgie se développe énormément, elle prend vraiment beaucoup d'importance, elle fait des progrès très importants. Au départ, avec la méthode dite anatomoclinique, c'est-à-dire elle est issue directement de l'étude de l'anatomie, on cherche par l'étude de l'anatomie à trouver une explication aux signes cliniques, soit aux dérèglements, aux troubles, soit aux anomalies, aux tumeurs, etc. Donc cette méthode analytique se développe de façon très importante en bénéficiant des apports d'autres disciplines dont vous parlera tout à l'heure notre secrétaire, ce qui fait que vers 1920, un des grands chirurgiens parisiens, Jean-Louis Faure, disait à un de ses élèves qui voulait faire de la chirurgie « Mais mon pauvre ami, vous n'y pensez pas, nous avons tout inventé en 1920 ». Et donc, en fait, tout a continué jusqu'à ce que maintenant nous soyons installés dans ce petit théâtre d'anatomie qui a été transformé en 1993, 200 ans après la suppression de l'Académie, grâce à l'entre-gens et au dynamisme de notre président de l'époque, Denis Pellerin. À partir de la deuxième partie du XXe siècle, notre secrétaire va vous expliquer comment a évolué techniquement la chirurgie, qui est devenue tout à fait autre chose. Elle a complètement changé. Et un homme de ma génération qui apprenait ce métier en 1960 a vu tout changer maintenant. C'est plus du tout la même chirurgie. Et je l'ai vécu tout au long de ma vie. C'est tout à fait passionnant pour moi et pour ma génération, en tout cas. Je voulais dire 2 petits mots en plus. Le couvent des Cordeliers est très important dans l'histoire de la Révolution, comme vous le savez. Il s'est passé énormément de choses. Il a été détruit au début du XIXe siècle par Bonaparte. Il n'est resté que le réfectoire qui est là et qui a été remarquablement rénové par la mairie de Paris. Et puis,
le fait que les cordeliers soient restés aussi importants pour la médecine, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, a été décidé de créer dans le théâtre qui est à côté la faculté de médecine en 1875. Cette date de 1875 est importante. C'est le début de la Troisième République. Elle date d'une part la nouvelle faculté et d'autre part la transformation de la Société de chirurgiens de Paris en Société des chirurgiens français. Elle est construite autour, vous verrez, c'est une très belle cour carrée de la fin du XVIIIe siècle, autour d'un nouveau théâtre à l'époque de Louis XVI. C'est Louis XVI qui l'a inauguré en 1775. Il est plus grand que le théâtre Saint-Côme, vous allez voir, parce que le théâtre Saint-Côme était devenu trop petit. Il était devenu trop petit parce qu'il y avait du succès auprès des futurs chirurgiens et parce qu'il avait du succès auprès du public. Et il faut savoir que depuis les théâtres de Lombardie du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la pratique des séances d'anatomie publique était très recherchée. Les gens s'intéressaient beaucoup, étaient fascinés par ces dissections de cadavres, par cette confrontation à la mort qu'ils vivaient quotidiennement parce que la survie était courte, l'espérance de vie était courte, et donc la population parisienne, mais toutes les grandes villes européennes, étaient intéressées par ce qui se passait dans ces théâtres d'anatomie. Alors ce théâtre à côté, donc inauguré en 1775, vous allez voir, il est beaucoup plus grand. Il est éclairé comme celui-ci par le sommet. On voit l'emplacement de la table de dissection, alors qu'ici, tout a disparu. Il y avait là, moi je l'ai connu, un hémicycle en bois en escalier pour bien voir d'en haut sur ce qui se passait en bas. Mais il date donc de la construction de cette partie de la faculté, donc de 1875 entre 1875 et 1900, enfin la fin du siècle, la fin du 19e siècle. Et donc, je termine, vous voyez que inscrite dans ces bâtiments, dans ce quartier très médical, toute l'histoire de la médecine et de la chirurgie française peuvent être retrouvées et peuvent être étudiées. Elle les incarne. Je vous confirme qu'il existe actuellement 4 théâtres d'anatomie à Paris, tous du XVIIIe siècle ou juste avant. Saint-Côme, 1696, construit par les chirurgiens de Saint-Côme. Le Winslow, 1748, construit par la faculté de médecine. À côté, on l'appelle Descartes, mais c'est un nom rajouté. En fait, c'est un amphithéâtre d'anatomie, 1775. Et enfin, un qui est très peu connu, qui se trouve dans l'abside de l'église ukrainienne de Paris, au coin de la rue des Saints-Pères, au 57 rue des Saints-Pères et du boulevard Saint-Germain, dans un petit jardin à côté d'un marchand de journaux. Ce théâtre est là, en bon état, mais inaccessible. Il faut demander l'autorisation à l'université et on y va par un petit escalier, une petite porte dérobée. Donc 4 théâtres d'anatomie, et il date de 1798, celui de la rue des Saints-Pères, et construit par Corvisart, qui était le médecin de Bonaparte. Voilà. Merci beaucoup. Merci au docteur Marc.